passer au dernier sujet, donc les custom avatars. Je vais vous expliquer ce que c'est. Alors rien à voir avec les avatars Teams, dont tu nous as déjà beaucoup parlé, Kevin. Et je vais poser une question, c'est est-ce que les custom avatars sont l'interface utilisateur ultime? Alors c'est une question que je me pose réellement. Alors les custom avatars, c'est quoi? C'est des avatars photoréalistes. Alors c'est depuis l'arrivée de la GenAI et de ces chatbots super intelligents qu'on a maintenant, il y a des startups qui ont vachement bien marché, où on voit des avatars, notamment sur TikTok, etc. Il y a une société qui s'appelle Synthesia de mémoire, qui a beaucoup marché avec ces avatars photoréalistes et qui peuvent t'aider à faire de la formation, du training et des choses comme ça, et te répondre en temps réel, mais tu as l'impression que tu as une vraie personne en face, qui est générée toute part. Hein. C'est un avatar de synthèse. C'est quelque chose qui avait été annoncé en novembre dans Azure, en preview, et qui vient de passer en GA. Donc aujourd'hui, on a dans Azure la capacité, on a, je crois, une quinzaine de mémoires, ou peut-être un peu plus dernièrement, qui ont été proposées, tu peux mettre l'image peut-être, Antoine, hein, d'avatars virtuels, avec différents templates d'avatars. Hein, c'est vraiment des skins comme on a dans les jeux vidéo, sauf que ça ressemble à des vrais humains. Alors il y a des vidéos promotionnelles qui ont été montrées, les premières, comme celle-ci là qu'on voit à l'écran, étaient assez puissantes. Hein, c'est que cette femme est un avatar de synthèse. Ah oui, voilà. D'accord. Donc ça, c'est en novembre, une des premières images qui a été globalement présentée par Microsoft en disant demain, tu pourras déployer un bot comme ça, à qui tu pourras discuter et qui ressemblera à quelqu'un de réel. Alors c'est un peu tout ce qu'on voit sur le deepfake en ce moment, hein, toutes ces technos maintenant qui arrivent à aller assez loin et à te laisser poser la question. Je crois qu'on avait traité un sujet sur un des modèles de Microsoft Recherche qui arrivait à animer des visages comme ça à partir d'une image. Alors on reste dans ce type d'innovation, et on peut avoir des personnes alors de face ou avec les pieds compris. C'est dans le studio Azure, et aujourd'hui on a ce qu'on appelle le text-to-speech avatar. Donc ça veut dire qu'on peut discuter avec cet avatar. C'est pas juste je t'ai fait un modèle 3D qui a l'air ressemblant et je te le présente, c'est que je peux interagir. Ça fait partie, donc on est dans la partie Azure AI Speech, donc les technologies de voix, traduction au texte, hein, donc on rappelle text-to-speech, j'écris, c'est traduit vers du texte, le speech to text, je parle, c'est traduit en texte pour que ce soit compris. Donc on a ce studio, on a une intégration très intéressante, c'est ce qu'on voit avec l'écran, avec GPT-4o maintenant, donc la dernière version du modèle d'OpenAI, qui est extrêmement fluide, vous vous rappelez, la voix paraît très naturelle, etc. Et ce qu'on espère, hein, c'est qu'on va vers une intégration de plus en plus fluide, c'est-à-dire que demain, je pourrais vraiment parler avec l'avatar. Et alors, on le voit dans le studio, là, on est obligé de cliquer sur le petit micro pour s'enregistrer, parce que c'est la version studio, démo, un peu sandbox. Hein. Mais l'idée demain, c'est que vous puissiez librement, sans activer un micro, discuter avec l'avatar. C'est conversationnel. C'est conversationnel. C'est déployable, bien évidemment, dans des portails. Donc, c'est en GA, ce qui est extrêmement intéressant. Il y a plusieurs features autour de ça. Alors, il y a le Custom Voice, qui existe depuis longtemps. C'est que si vous voulez que ce soit votre voix qui parle, c'est possible. On fait un entraînement avec le service de Neural Voice d'Azure. Globalement, je crois que vous avez 300 verbatims à prononcer. On entraîne votre voix, on la recrée, et elle va pouvoir être parlée par l'avatar. On imagine demain la voix de la SNCF, pour les citer, hein, la fameuse voix de la SNCF, on pourrait très bien la réentraîner et la faire parler à une personnification, finalement, virtuelle dans Azure. L'avatar, t'es obligé de rester sur les modèles qui te sont proposés, ou tu peux même... Alors non, t'as un custom avatar qui est disponible, mais qui est en version très privée, c'est-à-dire que c'est sur demande de Microsoft, ils vérifient vraiment pour éviter les dérives, et là tu peux te filmer. Il y a quelques démos de MVP ou de youtubeurs de Microsoft en ligne qu'on peut trouver, où ils se sont refaits, ils parlent. Alors c'est pas encore parfait, moi je trouve, on sent un côté un peu rigide de l'avatar. Par contre, au niveau du visage, c'est assez expressif, on retrouve la personne qui parle et tu te filmes et en effet t'envoies. Donc ça s'appelle le custom avatar. Donc celui-là il est sur demande. Il faut expliquer le use case, pourquoi on le fait. Microsoft valide. Vraiment pas ouvert au grand public pour toutes les raisons qu'on imagine d'un point de vue risque, éthique, etc. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce qu'on avait chez certaines startups comme Synthesia est disponible dans Azure et va ouvrir pas mal de possibilités. Donc Microsoft sur le blog, donc ça date du 22 août, hein, cite plusieurs cas clients. On a KPMG par exemple qui a fait donc beaucoup de use cases, hein, les services clients ou l'e-commerce. C'est ce qu'on imagine pas mal. Donc on a KPMG qui a utilisé du coup les avatars et déployé pour du service client. On a Fujifilm qui l'aurait fait aussi pour son premier centre de dépistage de santé alimenté par l'IA. On a une compagnie d'assurance espagnole.
On a une banque qui permet à son chatbot de parler, d'interagir avec les clients en utilisant l'avatar dans leur kiosque. Enfin, voilà, on voit qu'on commence à mettre ces interfaces plutôt qu'avoir juste un mur conversationnel. On pourrait avoir l'avatar. L'autre cas d'usage qui est montré, c'est le côté e-commerce. Microsoft cite notamment le site, alors asiatique, je vais dire asiatique parce que je me rappelle plus si c'est en Chine ou pas, mais jd.com qui a un gros store globalement sur lequel il y a un Microsoft Store, c'est l'image qu'on voit, ou sur du flux live sur le site maintenant, on peut avoir l'avatar qui fait la promotion des produits. Ok. Ça donne des cas d'usage. Alors je crois que ça se fait, Romain, tu me disais, ça se fait beaucoup en Asie, notamment un peu ces live chat pour acheter des produits où on peut imaginer sur TikTok. Bah, c'est typiquement là où on pourrait imaginer déployer un avatar. Donc on reste dans de la GenAI, on est sur de la synthèse de visage, hein, globalement, c'est très expressif, c'est déployable et accessible dans Azure, donc ça ouvre pas mal le champ des possibles. Et moi, la question que je me pose, du coup, c'est est-ce qu'à un moment, c'est vrai que quand on a vu les démos de GPT-4o, on parlait à un micro. C'est-à-dire qu'on avait un bouton micro ou les petits signaux sonores qu'on voit grésiller, et en fait, on passe son temps à parler à une interface vide avec est-ce que c'est le bon moment pour parler, etc. On perd un peu. On essaye de recréer de la relation humaine avec la voix, mais on parle face à un écran vide. Ce qui me laisse penser que les interfaces ne sont plus adaptées aux nouveaux échanges et interactions qu'on essaye de créer. Donc, est-ce que demain, finalement, on n'aura pas des assistants un peu partout, en bas à droite de nos sites e-commerce, plutôt que d'avoir le petit chatbot de la conversation? Est-ce qu'on recréera pas ce qu'on avait sur les PC Windows à l'époque, où on avait des petits modèles 3D qui se déployaient, qui dansaient, pour certains. Et du coup, est-ce qu'on n'aura pas... Et tu vois ce que je veux dire, tu installais un CD et tu avais ton petit modèle qui dansait. Et du coup, est-ce qu'on n'aura pas ça à un moment, plutôt des petits assistants virtuels un peu partout, peut-être qu'ils nous suivront? Est-ce que c'est pas une meilleure interaction? Vous en pensez quoi, globalement? Ça vous inspire quoi? Ou c'est un effet buzz seulement et ça tombera à l'eau? Non, ça fait un peu heure. En fait, ça fait un peu heure. Mais heure, on la voit pas. Mais justement, en fait, moi, je pense que le côté, c'est uniquement à la voix. Heure, hein, HER, c'est le film avec Scarlett Johansson pour la voix. Et il y a un assistant virtuel qui a été retiré d'ailleurs de GPT. Il y a eu un petit sujet là-dessus. En fait, moi, ce que je vois, c'est que la voix, c'est l'interaction avec la voix, elle va rester. Tu sais, pour tout ce qui est mobilité, tu sais, quand tu es sur ton smartphone, en vrai, tu sais, si tu as des échanges en temps réel, et je sais qu'il y a des écouteurs, tu as la société Nothing, par exemple, qui est l'ancien fondateur de OnePlus, où tu as GPT qui est intégré en fait à l'oreillette. Donc, en fait, tu as une intégration fine, tu appuies et la conversation, elle est en temps réel avec 4O. C'est ce qu'ils ont annoncé comme partenariat. Et donc, je pense que dans une oreillette, donc là, tu n'as pas besoin. C'est ça, c'est interactif, c'est comme si tu parlais au téléphone avec quelqu'un. Après, ça, tu vois, je le vois bien, par exemple, dans l'industrie automobile, par exemple, quand aujourd'hui, tu vas sur un site auto ou site marchand, surtout site automobile, tu as toujours un chatbot en fait, qui te prompte sur la droite pour dire est-ce que tu as des questions et tout. En fait, tu n'as jamais envie de t'en servir parce que tu sais que déjà, ça fait un peu spam. Ça fait très commercial. Ça fait spam, très commercial, et même tu fais une interaction avec, tu sais que tu parles à un chatbot parce que ça détruit l'illusion, quoi. Ça répond pas du tout au truc. Donc je pense que tu vois, ça invitera un peu plus, tu sais, à l'interaction. Dans les gares routières, hein, enfin moi je vois très bien ça, tu vois, le renseignements, service usager pour avec des personnes âgées, les centres commerciaux, etc. Je vois bien les cartes interactives que tu as dans les centres commerciaux, par exemple, et ben je vois bien, tu sais, un truc. C'est pour une personne âgée, c'est peut-être plus facile à un moment d'interagir avec un faux modèle clavier réel que taper sur un clavier. La vraie question, c'est plutôt à quel moment la voix est plus adaptée. Moi, l'exemple de la gare, je trouve que c'est le plus pertinent que tu as donné, parce que dans une gare, tu n'as pas accès à un clavier, tu n'as peut-être même pas envie de le toucher, le clavier de la gare. Et souvent la question, c'est je veux des infos, je veux aller à tel endroit, je veux des infos, où est mon train, sur quel quai il est. La problématique, c'est que c'est souvent des agents de la gare qui sont interrogés, parce que la problématique, et c'est ce que je disais pendant le sujet, c'est comprendre la question, formuler une réponse par rapport à la question. C'est ces deux données-là. Et là, en l'occurrence, la voix va aider. Mais tu sais, on parle de beaucoup d'idées. Il faudrait que je retrouve la source pour une prochaine émission. Il y a un labo, ou je sais pas quoi, un truc à la MIT, ou je sais pas quoi, qui fait une étude entre ce qu'on voit dans les films, les sujets dont on parle, et le vrai usage au quotidien. Le Minority Report dont on parlait, debout avec les écrans, grosse connerie. Ils ont dit, aucun être humain, à part un champion olympique, n'a la force dans les bras de travailler 8 heures par jour, comme ça. On est d'accord. La voix n'est utile que pour des fonctionnalités non urgentes secondaires, à partir du moment où tes deux mains sont prises ou que tu ne puisses pas regarder un écran. Sinon, on le voit nous au quotidien, on taper sur un clavier ou une souris sera toujours plus rapide. Par contre, dans les avions, les fonctionnalités secondaires, ça marche bien à la voix. Dans une voiture, parler à ton GPS, ça va. Donc,
c'est vrai qu'on cherche tout le temps, c'est cool, je peux lui parler. Attention, il faut que ça serve. Et tu parlais de la gestion. Donc là, tu fais un focus sur la voix. Oui, là, il faut que la voix. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'interface. Est-ce qu'avoir un visage virtuel est une interface attendue et nécessaire dans ces fameux chatbots qu'on est en train d'implémenter? Je pense que ça supplantera pas. En fait, ça sera une interface, ça sera un moyen d'interagir supplémentaire, après c'est mon point de vue. Supplémentaire, mais ça supplantera pas toutes les autres interfaces visuelles. Tu vois. En tout cas, et notamment, je pense que c'est intéressant peut-être dans la transition qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que toi qui as connu le service client, d'avoir une vraie personne derrière qui répond, donc tu l'imagines cette personne parce que tu sais que c'est une vraie personne, demain peut-être que tu seras rassuré d'avoir un semblant humain, façon de parler, sur un site, sur un support client qui te répond. Parce qu'à un moment, on va arriver à tellement de mimétisme humain que autant mettre une pseudo-personne pour avoir ce côté naturel, vu que c'est ce qu'on fait tous les jours. Moi, je vois ça comme ça. Je me dis, il y a une évidence, à un moment, dans le monde du support et de l'interaction du bot, qu'on puisse avoir des bots ressemblants. Quoi. Ou même, tu sais, tout ce qui va être dans le monde de la publicité, ce genre de choses. Par exemple, tu as Bruce Willis, l'acteur, il avait vendu, lui, son droit de représentation par rapport à l'image, etc. Et du coup, n'importe quel film peut prendre son image et en faire un modèle d'IA, tu vois, complet. Il y a déjà une pub russe qui a fait ça sur... Bruce Willis s'est jamais pointé sur le tournage, ils ont utilisé Deepfake pour faire la pub avec lui. Donc, tu vois, mais ça, pour moi, cette interface-là, ça va pas remplacer toutes les autres interfaces qu'on a aujourd'hui. Pas de mon point de vue. Effectivement, ça restera des use cases particuliers. C'est une autre option. Le chatbot, pourquoi pas. Après, la publicité, pourquoi pas aussi. Mais enfin, là, il y a surtout un aspect coût. Ça évite de payer un acteur. Faire ça comme ça. Il y a aussi ça, je veux dire. Et puis, effectivement, tu parlais de Bruce Willis. Si demain, effectivement, d'autres acteurs, personnalités disent moi, j'accorde mon image, effectivement, ça évitera de payer la personne des répétitions en plus, parce qu'on sait bien qu'un tournage, ça prend du temps. Pour une publicité, tu vois, moi je suis un peu plus ambitieux sur ce côté avatar. Je trouve ça incroyable déjà que ça arrive aussi vite comme ça, sorti de nulle part, et finalement pareil dans l'heure de la GenAI, c'est impressionnant. C'est jusqu'où ça va, parce que ce qui peut être intéressant, c'est de voir l'avatar faire quelque chose. Par exemple, expliquer, on pense aux vidéos, par exemple, pour je sais pas, changer quelque chose. Une bêtise, changer une ampoule, changer un truc. Ouais, t'expliquer des règles de sécurité demain en disant par exemple, voilà, des cas d'usage, le test de l'air dans l'avion, te dire exactement. De toute façon, ça existe déjà, ça, dans certains avions. Il y a pas de. C'est sur l'écran. Si tu reprends les hôpitaux, les gares, tous ces trucs où aujourd'hui on a des bornes, on est là à essayer de chercher, etc. Un chemin ou une explication, etc. J'imagine beaucoup d'interactions possibles et rassurantes peut-être pour un certain public aussi d'avoir quelqu'un qui t'explique et de il faudra aller plus loin que le simple visage. En fait, tu vas avoir un paradoxe. Tu as le paradoxe de la personne. Tu dois demander à quelqu'un peut-être qui est pas à l'aise avec la technologie d'aller interagir avec la technologie. Donc je sais pas. En fait, tu vois, il y a le côté vraiment science-fiction, mais on se dit la personne qui est pas à l'aise avec la technologie, qui n'arrive pas à lire l'écran d'affichage, qui n'arrive pas sur son téléphone à regarder les horaires, est-ce qu'elle va aller d'elle-même aller interagir avec une borne avatar, ou elle va continuer à chercher un agent, tu vois, c'est là où... En fait, ramenons l'humain à ce qu'il est, et l'usager principal de la fonctionnalité, il faut remettre son persona dans le cas d'usage. Est-ce que vraiment il va y aller? En fait, moi, c'est vrai que je fais exprès de contredire, parce que tu sais que je suis assez d'accord avec toi, mais c'est une vraie question à se poser. C'est bien pour ça que c'est en train d'arriver, sachez-le, c'est en JA. Pour ceux qui voudront faire de l'expérimentation et dans leur entreprise et chez leurs clients, bien évidemment. Donc ça soulève 1 milliard de questions. Peut-être que dans un an, on se dira ça a été un flop, ils l'ont ressorti, etc. Moi, je trouve ça intéressant et je trouve que ça arrive vite et un peu discrètement. Et je pense qu'on en verra de plus en plus. Ça a déjà fait du Black Mirror, malheureusement. Il y a des entreprises en Chine qui font qui remettent en vie les proches décédés avec ce genre de technologie. Ça a été interdit dans quasiment tous les pays de la planète, sauf en Chine, où ils s'en servent apparemment beaucoup. Mais tu vois, la frontière a déjà été franchie pour moi. On est déjà allé trop loin. Moi j'aurais peut-être un use case, et en plus, c'est dans la période avec les Paralympiques, ça peut être intéressant, c'est l'inclusivité. Oui. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on pense beaucoup voix, mais la personne qui est sourde, comment elle fait? Et avoir effectivement un chatbot qui retranscrit le langage des signes. Ouais, tout à fait. Ça langue des signes. Ça, c'est cool. Merci Nicolas pour cette ouverture. Et d'ailleurs, ce petit clin d'œil à l'actualité. Voilà. Bon, on va finir sur cette bonne idée, du coup, l'inclusivité. Je trouve que on repartait sur les dérives dark de Romain, on revient sur l'inclusivité. J'aime beaucoup ça. Bon, voilà, c'était la news innovation et un peu techno avec les avatars, le text-to-speech avatar sur Azure.